Les vraies voix Sud Radio. Majid, vos 3 mots du jour: dette, rentrée et espionnage. Et oui, le mot dette à la une de l'info et à la une du discours de François Bayrou. Je cite, une dépendance à la dette qui est devenue chronique, selon lui, lors de son discours de rentrée. Et une autre rentrée, celle des milliers d'enfants handicapés qui restent encore sans véritable solution scolaire, alerte l'UNAPEI, l'Union nationale des parents d'enfants inadaptés. Et enfin, en Russie, le chercheur français Laurent Vinatier comparait à nouveau pour espionnage, avec le risque cette fois-ci d'allonger sa peine de prison à Moscou. Les vraies voix Sud Radio. Le premier mot, dette, l'axe principal développé par François Bayrou lors de son discours, Majid. Et oui, l'heure est grave. François Bayrou l'a expliqué, la France traverse un moment préoccupant, un moment d'hésitation et de trouble qui impose une clarification. Son inquiétude, la dette publique. Je cite, nous sommes au bord du surendettement, a-t-il prévenu, et l'urgence est là. Chaque heure, la dette augmente de 12 millions d'euros. En chiffres, c'est vertigineux. Cette année, la charge de la dette va devenir le premier poste budgétaire de l'État, plus lourde encore que l'éducation nationale ou les armées. Pour François Bayrou, ce n'est pas seulement un problème comptable, c'est une faute collective. L'argent emprunté n'a pas servi à préparer l'avenir universités, hôpitaux, laboratoires, mais à financer les dépenses courantes. Même constat justement pour la richesse créée par la France, dont 20% partent directement dans la dette, comme nous l'explique clairement le Premier ministre François Bayrou. Notre pays crée chaque année environ 50 milliards de richesses nouvelles. Sur 3 000 milliards, on produit chaque année plus que l'année précédente, c'est déjà pas rien, de l'ordre de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards créés par les Français, 10 milliards supplémentaires chaque année sont captés par les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est 20% du progrès de la France qui est capté par cette charge et cette menace, qui est confisquée chaque année. Une spirale chronique accentuée par des crises, les subprimes, le Covid, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine ou bien l'inflation. Autant de chocs qui ont fragilisé les finances publiques, selon lui. L'avertissement du Premier ministre est donc clair. Il faut agir et vite pour que la France retrouve une trajectoire soutenable et redonne un cap à ses finances. On en reparlera plus en détail lors de notre débat en coup de projecteur à 18h40. Effectivement, on parlera de l'état d'esprit général. Mais alors sur la dette, précisément ce dont nous parle Majid maintenant, Michael Sherman, est-ce que finalement vous avez l'impression que les Français se disent c'est de la dette, ou est-ce que c'est une préoccupation? Vous qui êtes un élu de terrain, est-ce que la dette inquiète les Français autant que François Bayrou? Je pense que le climat de peur et des politiques fait entretenir quelque part une crainte des Français qui prennent sur eux, alors qu'ils travaillent tous les matins, ils se lèvent le matin, ils donnent tout pour le pays, ils cotisent, c'est la majorité des Français aujourd'hui. Mais le sentiment aujourd'hui qui revient en tout cas chez les Français, c'est que cette République des copains protège les siens et fait payer les autres. Et en l'occurrence, les administrés de notre pays et les travailleurs qui se lèvent tôt. Et c'est ça en fait le problème, c'est la méfiance entre l'autorité, où si vous prenez aujourd'hui, vous faites un micro-trottoir, la majorité des Français vont vous dire, mais nous on a l'impression que quelque part, ils protègent leurs privilèges et c'est à nous de payer à chaque fois et de passer à la caisse. Et comme le disait très bien notre disant, où va notre argent, c'est un peu ça, quoi. Mais les Français le voient, où va notre argent. On peut pas aujourd'hui avoir un discours vraiment honnête avec les Français et leur dire de payer alors qu'on voit autant de privilèges aujourd'hui, autant d'administration, autant je le disais juste avant, des privilèges. Il faut d'abord qu'il y ait des élus responsables. Et puis François Bayrou, excusez-moi si on peut revenir, j'ai pas eu le temps de le dire au début de l'émission, mais c'est quelqu'un qui vit sur le dos de la République toute sa carrière. Il a été certes serviteur de la nation en tant que ministre, mais je veux dire, il a participé à la dette. Il n'a pas pris de vacances, tout ça. Il n'a pas pris de vacances, mais après c'est la fonction et il a choisi cette vie au service de la République. Mais je veux dire, on peut pas aujourd'hui demander aux Français de payer la facture quand on a participé à un système où la dette n'a fait que augmenter toutes ces années. Raphaël Rémy-Leleu, quand on y pense, le premier poste budgétaire de l'État, c'est quand même donc la charge de la dette. Donc ça dépasse l'éducation nationale, ça dépasse les armées. J'ai envie de dire, moi, ce que ça m'inspire, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on devrait faire passer des priorités. Ça devrait être une des priorités, mais ça devrait pas être la première, quoi. En fait, ce qui est compliqué avec la question de la dette, c'est que bien sûr, quand on vous dit c'est la première charge de l'État, sa première charge du budget, c'est extrêmement flippant parce que on met ça en regard de la manière dont nous, on se retrouve à gérer notre argent. Et que, a fortiori, la situation des Françaises et des Français est de plus en plus précaire. Et donc, on a l'impression que l'État vit sans cesse
au-dessus de ses moyens, que c'est mal géré et autres. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas été gérées, il y a des choses qui n'ont pas été prévues, il y a des choses qu'on aurait pu anticiper et qui ne sont pas uniquement de la réduction brutale des dépenses, mais qui sont une meilleure gestion et même parfois un simple développement des services publics. Quand on voit, je vous prends un seul exemple, l'état du réseau ferroviaire, ça va nous coûter des centaines de millions d'euros de remettre en état notre réseau ferroviaire et on sait qu'on en a besoin pour les bassins de population qui sont isolés, pour le fret, parce que c'est une modalité de transport qui fait moins d'émissions carbone. Mais mal anticipé. Mais comme on a laissé le réseau ferroviaire être détruit pendant 30 ans autour d'illusions de modernité et autres, ça va nous coûter un pognon de dingue. Donc au bout d'un moment, là où je suis d'accord, c'est que ce sont les mêmes responsables qui nous ont conduits à la catastrophe, qui nous disent là, aujourd'hui, c'est la catastrophe, et qui, à côté de ça, font des choses totalement délirantes. Enfin, le discours de responsabilité de François Bayrou sur la dette, quand je vois qu'il cumule Premier ministre et toujours maire de Pau, et qu'il fait des allers-retours en avion, je vois pas comment c'est soutenable, en fait. Bien. Votre deuxième mot, Majid, rentrée des enfants handicapés sans école pour cette rentrée. Et oui, c'est une alerte lancée à une semaine de la rentrée scolaire. Selon l'UNAPI, des milliers d'enfants handicapés restent encore mal scolarisés en France. Certes, il y a eu des avancées avec près de 520 000 enfants accueillis en milieu ordinaire en 2024, mais les chiffres restent préoccupants. L'enquête menée par l'association auprès de 38 structures révèle que 13% des enfants concernés ne bénéficient d'aucune heure de classe et que pour la plupart, la scolarisation ne dépasse pas 12 heures par semaine. Et surtout, plus de 4 000 enfants attendent toujours une place en institut médico-éducatif. Autre problème, à l'école, certains postes d'AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, restent vacants. Une situation alarmante soulignée par Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne, chez nos confrères de France TV. Sur le handicap, c'est une situation absolument dramatique. Rien que dans ma circonscription, il manque à peu près 20% d'AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap, dans le Val-de-Marne tout à fait. Et rien que dans la ville de Choisy-le-Roi, il manque 40. AESH. Ce sont des femmes qui sont mal payées, qui doivent jongler entre plusieurs écoles, entre plusieurs types de handicap, qui nécessitent une formation rigoureuse. Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne chez nos confrères de France TV. En bref, malgré des progrès, beaucoup d'enfants handicapés restent encore laissés pour compte à l'école et cela inquiète à seulement une semaine de la rentrée. On aura l'occasion, Judith, de reparler de tout cela, notamment dans le tour de table. On espère que ça va être justement réglé, cette histoire. Troisième mot, Majid, espionnage. Le chercheur français Laurent Vinatier, de nouveau devant la justice. Mais russe, hein. La justice. Oui, c'est vrai. Faut le dire quand même. C'est quelque chose d'autre. Le chercheur français Laurent Vinatier n'est pas au bout de ses peines, justement. Déjà condamné à 3 ans de prison en Russie pour ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Pour rappel, Laurent Vinatier est spécialiste de l'espace post-soviétique et travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse. Il doit comparaître aujourd'hui justement devant un tribunal de Moscou pour de nouvelles accusations d'espionnage susceptibles de lui valoir jusqu'à 20 ans de prison. Une situation qui inquiète logiquement sa mère, Brigitte Vinatier, qui a témoigné chez nos confrères de France 2. Je n'imagine même pas 20 ans. Parce que de toute façon, si vraiment Laurent est détenu pendant 20 ans, on ne le reverra plus de notre vie puisqu'on sera mort, c'est certain, vu notre âge. C'est inimaginable. L'audience se tiendra à huis clos à la prison de Lefortovo, connue pour accueillir des détenus dans des affaires politiques. Pour l'instant, il n'est pas clair si Laurent Vinatier a été inculpé et aucune accusation précise n'a été dévoilée. Cette nouvelle affaire survient alors que les relations franco-russes sont au plus bas depuis la guerre en Ukraine en 2022. Paris, de son côté, réclame sa libération, dénonçant des pratiques visant à prendre des ressortissants occidentaux en otage. On pense fort à ses parents alors.